En 15 ans de carrière, il avait jamais vu ça. Quand on a vu Claude, pendant que je plaidais, il montrait les muscles et tout, qui essaie de vous déstabiliser, ce sont les Français qui, avec l'argent public, vont permettre d'indemniser les autres Français victimes. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Éclat de femmes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Maître Vanni qui a été mon avocat suite à l'agression que j'ai subie le 11 novembre 2023. On va revenir sur à la fois sa vision d'un point de vue juridique sur cette affaire, mais également sur le procès et sur tous les détails qu'il y a pu y avoir. Bonne écoute. Bonjour Maître Vanni. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir justement sur le podcast Éclat de femmes. Je pense que c'était intéressant de vous recevoir Avec plaisir. parce que on a passé déjà ces deux dernières années en tout cas ensemble au sujet justement de l'agression que j'ai pu avoir et le procès vient de se terminer. Tout à fait. C'était fin septembre. Et je voulais absolument vous donner aussi la parole parce qu'on m'a beaucoup entendu moi sur les médias, mais pas assez vous. Et justement, je voulais aussi avoir votre regard et votre expertise à ce sujet. Donc déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire qui vous êtes? D'accord. Je m'appelle Romain Vanni, je suis avocat pénaliste au barreau de Paris depuis une quinzaine d'années. Et donc, j'assiste aussi bien des prévenus ou des mises en cause que des victimes dans le cadre de différents procès et procédures pénales de tout type. J'ai une clientèle qui est assez large. J'ai fait mes armes en tant que collaborateur chez Maître Pierre Haïk et sa femme Jacqueline Lafont, qui sont deux des plus grands avocats de ces dernières années sur la place parisienne et en France. Et j'essaye de reproduire modestement à mon niveau et à mon échelle ce que la clientèle qu'avait ce cabinet, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de défendre du droit pénal commun à des anciens présidents de la République, en passant par des femmes victimes, en passant par des sportifs ou des personnalités. Voilà. Donc ce qui permet d'avoir une spécificité un peu large et de ne pas rester justement renfermé dans un carcan procédural avec un seul type de dossier. Mmh. Pourquoi est-ce que vous avez accepté justement mon dossier? Je me souviens, j'étais venue vous voir. De base, j'avais décidé de partir avec une autre avocate et puis en fait, je ne l'avais pas forcément senti. Mais justement, pourquoi vous avez accepté mon dossier? D'abord parce que j'étais pas insensible à l'histoire qui vous est arrivée, enfin au drame qui vous est arrivé. Ensuite parce que je considère qu'en étant avocat, on ne choisit pas tellement ces dossiers, c'est plus les clients qui nous choisissent et qui nous font l'honneur de leur confier, de nous confier la défense de leurs intérêts. Voilà, après, il y avait un accompagnement aussi nécessaire pour vous. Vous êtes assez jeune, ce qui vous est arrivé, ça pourrait arriver à notre sœur, à notre cousine. Voilà, donc j'ai été assez sensible à ça. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a fait le chemin ensemble pendant toute la zone d'instruction et le procès. Qu'est-ce que vous avez pensé justement quand vous avez lu le la déposition de la plainte, quand je vous ai raconté cette histoire, le fait qu'il y ait eu 2 viols consécutifs en l'espace de 45 minutes? Est-ce que vous vous êtes dit: «OK, c'est vraiment une histoire qui est quand même assez violente», enfin, comment vous avez pressenti la chose? C'était un peu incroyable au sens littéral du terme, Ouais. c'est-à-dire que c'est extrêmement rare, on y reviendra peut-être dans la discussion, mais il faut savoir que Jordi Boucara a été condamné pour des viols en concours, ce qui est déjà rare. Mmh. C'est-à-dire, pour les téléspectateurs, pour vos auditeurs, c'est que c'est 2 viols qui ont été commis dans le même espace-temps, puisqu'il y a 45 minutes qui les séparent. Et donc c'est pour ça qu'on ne parle pas de récidive, c'est-à-dire que c'est passé dans le même espace de temps. Et c'est assez rare et encore plus incroyable un samedi après-midi, en plein Paris, dans un quartier dit huppé, c'est-à-dire absolument pas habitué à ce type d'actes de délinquance. Euh, Si, d'ailleurs, il pourrait y avoir des quartiers habitués à ce type de délinquance, tellement c'est rare, mais Bien sûr. euh, je crois vraiment aussi que ce qui est frappant dans ce dossier, c'est encore une fois le fait que ça, ça peut arriver à monsieur et madame tout le monde, quoi. Euh, voilà, c'est ça qui est quand même c'est très violent et ça démontre aussi
la violence, constante dans la société, dans laquelle on évolue et qui évolue, dans de nombreuses affaires comme ça, on peut voir. Ouais. Peut-être on reviendra après sur le profil, justement de Jordi Cucca, d'un point de vue, plus, pénal, je pense. Son CV, mais peut-être dans dans un autre temps. Hem, Justement, quand vous avez des dossiers comme ça de violences, sexuelles, qu'est-ce qu'il faut faire en premier justement en tant qu'avocat? Est-ce que vous devez sécuriser la victime? Est-ce que vous devez enfin, quelles sont les premières questions que vous devez essayer de comprendre, de mettre en place? Évidemment, les premières actions qui doivent être menées, c'est pour protéger la victime, ça c'est évident. Ensuite, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle appelle au secours, il faut qu'elle, se rende chez elle et cetera. Ensuite, il y a forcément, d'un point de vue d'avocat, un temps nécessaire à la préservation et à la conservation de ce que les policiers peuvent appeler des indices matériels. Et c'est là où, effectivement, je pense que des associations aussi comme la vôtre ont toute leur importance parce qu'une femme victime de viol, doit pouvoir contacter dans, les premières heures des faits, quelqu'un de professionnel pour savoir quoi faire. C'est-à-dire que d'appeler sa mère, sa grand-mère, sa tante, son père ou son frère, c'est pas forcément la meilleure personne qui va être de conseil pour ce genre de choses. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que les policiers, quand vous allez déposer plainte au commissariat, ils vont vous poser des questions, très intimes, du style: «Est-ce que vous vous êtes douché? Est-ce que vous avez lavé vos habits? Est-ce que» voilà, et alors que précisément la victime de ces faits-là pourrait avoir envie de se débarrasser de l'odeur, des sensations qu'elle a pu vivre avec son Totalement agresseur. naturel, bien sûr. Voilà, et de vouloir aller se doucher, de jeter ses habits, de voilà, et précisément les policiers vont demander le contraire pour retrouver et pour accélérer l'enquête. Donc c'est essentiel à la fois de se protéger, hein, c'est-à-dire de se mettre en sécurité vis-à-vis de son agresseur et assez rapidement, de faire le nécessaire pour garder et de conserver ses preuves et ses indices. Parce que c'est vrai qu'en tant que victime, enfin moi je me souviens quand je suis allée déposer plainte, après on est quand même complètement lâché dans la nature et du coup on me dit: «Bon, il va falloir qu'on se constituer partie civile, il va falloir, justement, que vous trouviez un avocat ou que vous preniez un avocat commis d'office» parce que si je m'abuse, une victime n'est pas obligée de prendre, un avocat en tant que Ouais, partie civile, c'est bien ouais. ça? Alors maintenant, il y a les choses évoluent un peu, c'est-à-dire qu'il y a eu des évolutions législatives qui permettent, à la victime d'aller déposer plainte avec un avocat, mais là où je vous rejoins, c'est qu'il faut en connaître. Alors vous avez des espaces en mairie, dans les, commissariats qui peuvent justement vous «fournir» entre guillemets un avocat commis d'office qui va vous accompagner là-dedans et qui saura très bien le faire sur les premières étapes procédurales. Ouais. C'est-à-dire que il est évident qu'avec un avocat que vous n'avez pas choisi, avec qui vous êtes entretenu des faits comme on a pu le faire et que vous disiez tout à l'heure justement: «J'avais une avocate, puis j'ai décidé d'en changer» et cetera. Mais un avocat, je dirais, c'est un peu comme un médecin urgentiste, quand vous arrivez aux urgences, ça va peut-être pas être quelqu'un avec qui vous avez entièrement confiance, mais qui va savoir, recoudre une plaie ou qui va vous dire là, dans l'espèce: «Bah, ne, jetez pas vos habits, prenez votre téléphone, il peut y avoir des messages, il peut y avoir un indice». Là, vous allez assez vite en besogne sur, le passage du statut de victime à partie civile. Il faut comprendre que vous avez des victimes qui restent victimes au statut de victime pendant des années parce que, elles sont victimes de faits, mais, il n'y a pas d'éléments qui permettent d'ouvrir une instruction ou de se constituer partie civile parce que l'auteur n'a pas été retrouvé ou autre, et donc la chance que vous avez eue dans votre malheur, si je puis me permettre, c'est que l'auteur a été identifié immédiatement, heu, une instruction judiciaire, comme c'est obligatoire en matière de crime, a été ouverte immédiatement, et que même si je sais que pour vous ça a été un calvaire, ça a été très long, c'est en fait assez rapide quand on se place sur l'échelle, judiciaire, et véritablement cet accompagnement-là, il est nécessaire, et on peut regretter que les commissariats qui sont débordés par, plein de dossiers, et la justice un peu également aussi, il n'y ait pas cette, cellule d'accompagnement comme il peut y avoir pour les victimes, et c'est pour ça qu'encore une fois, enfin, l'association que vous avez montée a toute sa place parce que, ça permet d'aiguiller, en fait, et de donner des conseils, à ces femmes victimes de violences, et enfin sexuelles, et de violences aussi, de violences conjugales. Peut-être c'est important de préciser pourquoi c'est avantageux justement de prendre un avocat externe plutôt qu'un avocat commis d'office?
Je pense pas qu'il y ait un avantage. Mmh. D'abord, il y a une question aussi de moyens, hein, c'est, un avocat facture des honoraires, un avocat commis d'office, il y a pas ce critère qui rentre en compte. Hem, ce qui est aussi sûr, c'est que, l'indemnisation de la commission d'office pour un avocat dans ce type de dossier est très faible et que vous avez un risque qui est que l'avocat commis d'office, s'investisse pour vous un peu à hauteur de la rémunération qui est la sienne. Bien sûr. Maintenant, j'ai des confrères, qui sont commis d'office dans des dossiers et qui font extrêmement bien leur travail. Je ne veux pas qu'on généralise ou justement critiquer ça. Il faut savoir aussi que, désormais, pour pouvoir, intervenir au stade de la garde à vue, alors évidemment du côté des mises en cause, mais aussi, c'est ce que je vous disais, du côté de l'accompagnement des victimes, parce que si par exemple il y a un auteur qui est arrêté et qu'il y a une confrontation, la permanence du barreau met à disposition d'une victime qui le sollicite un avocat commis d'office. Et il faut savoir que ces avocats-là commis d'office, aujourd'hui, doivent présenter des épreuves de procédure et sont sélectionnés par une espèce de concours, ce qui fait qu'ils sont quand même pénalistes. Voilà. Vous n'allez pas avoir un type qui fait que du droit immobilier, qui va venir vous aider dans le cadre d'une procédure pénale. Oui, Non, ça n'aurait pas de voilà. sens. Donc, il y a cette volonté, cette prise en compte aussi de la part du barreau et des barreaux en général, l'impact du barreau de Paris, de la nécessité d'avoir un avocat commis d'office, quand même pénaliste, qui vienne accompagner les victimes aussi. Je vous dis, pendant le temps de la garde à vue, il peut y avoir des confrontations. La victime a droit à un avocat. OK. Donc ça, c'est hyper important de le savoir. Voilà. OK. Et comment justement on fait pour, préparer, une victime après qu'il y ait eu justement enfin que l'instruction, soit enclenchée justement? Comment on fait, en tant qu'avocat pour préparer une victime à toute cette instruction? Parce que c'est quand même assez lourd, enfin de ce que j'ai pu vivre, enfin vous m'avez quand même préparé à certaines épreuves, certains moments. Moi il y a des justement la confrontation je n'ai pas eu, Ouais. mais j'imagine pour certaines femmes, victimes, ça doit être, assez lourd à vivre En, aussi. en fait, il y a pas de méthode. Mmh. Ça dépend beaucoup aussi de la victime et de l'état dans lequel elle se trouve. Parce que vous avez des victimes qui vont vouloir, par exemple, tout savoir de l'instruction à chaque fois qu'il y a un acte. Est-ce qu'il fait une demande de mise en liberté? Est-ce qu'il a été entendu par le juge? Est-ce qu'il y a une expertise qui est rentrée? Est-ce qu'il y a un témoin qui a été entendu? Bon, ça, c'est le job de l'avocat d'aller solliciter auprès du greffe du magistrat l'actualisation de la procédure et lorsque des commissions rogatoires, des actes sollicités par le juge rentrent au dossier, pour dire à son client ou à sa cliente, voilà, telle personne a été entendue, il y a eu un retour d'expertise, il va y avoir une confrontation. Bon. Et donc vous avez des victimes qui sont très en demande de ça. Et vous en avez d'autres qui font un blackout total là-dessus et qui vous disent, écoutez, vous m'appelez 48 heures avant, on les prévient un peu des étapes procédurales qu'il va y avoir, vous m'appelez 48 heures avant, je veux rien savoir, je veux tourner la page, je veux avancer, on se voit au procès, je vous fais confiance, c'est votre job, et on avance. Voilà, donc vous avez un peu ces deux catégories de victimes, et donc on s'adapte en fait. Une partie de notre métier, c'est de s'adapter à la personne qu'on défend. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui dépend vraiment Et du ressenti. je me souviens, on avait discuté, il y a aussi des victimes qui, des fois, prennent leur avocat presque pour leur psychologue et ça, je pense que c'est Ouais, compliqué aussi de pouvoir séparer les bah, 2. on exerce un métier qui est un peu à la croisée des chemins, sans être forcément préparé d'ailleurs, c'est au passage, mais c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'avocats qui arrêtent après, par exemple, 5 ans, 10 ans d'exercice parce qu'ils voilà, ils n'y arrivent pas, ils se disent: «C'est pas le métier que j'espérais» et cetera. Bon, moi de mon temps, ça a peut-être changé un peu, maintenant, mais je crois pas tant que ça. Je veux dire, on n'est pas formé à de la psychologie, ne serait-ce que de base ou même à des éléments psychiatriques. Enfin, vous avez vu tout à l'heure, au moment du procès, peut-être que tout à l'heure on y viendra, vous se disiez, il y a des éléments de langage utilisés par des psychiatres, par exemple en audience, quand vous avez un expert psychiatre qui vient témoigner, les avocats se lèvent en disant: «Bah, je suis pas psychiatre, je suis pas psychanalyste» et cetera et cetera. Mais pour autant, on est confronté dans l'exercice à ça. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait, moi à mon sens, que, la spécialité de pénaliste, ait une formation de base, hein, je vous dis pas mais en psychologie, en psychiatrie. Parce que
effectivement, Oui, il y a nous, minima. toute la journée, et encore une fois, qu'on soit des deux côtés, hein, qu'on se défende un auteur ou une victime, mais surtout une victime, mais toute la journée, notre métier consiste à régler les problèmes des gens. Bien Bon, sûr. voilà. Et forcément, on doit écouter son client, parce que si on ne l'écoute pas ou qu'on ne lui répond pas assez vite, un client qui va dire: «Non mais attends, cet avocat, je le paye, il ne me répond jamais», bon, voilà. Donc il y a cette dimension évidemment à prendre en compte, d'écoute. Je crois que, il faut y avoir quand même un côté, assez humain pour, défendre quelqu'un, dans la matière pénale. Donc voilà, il faut se confronter et il faut prendre le temps. Il y a aussi une question de prendre le temps et de 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 donner l'impression, c'est pas péjoratif que je dis ça, mais de donner l'impression au client qu'on défend quand on est avec lui, qu'on est à 100 avec lui. Bien sûr. Voilà. Si on est en rendez-vous et qu'en fait on passe son temps à répondre au téléphone à côté, et puis on va dire il est pas attentif, il faut que la personne se sente défendue. Voilà. Il faut que quand vous allez, au tribunal, que vous disiez: «OK, mon avocat va parler, je me sens défendu, je me sens représenté», et on a pu le voir, hein, d'ailleurs, vous, dans votre procès, il y a des moments où vous étiez content que je prenne la parole plutôt que ce Totalement. soit vous, voilà. Donc c'est ça qui permet, C'est justement, important. ouais. Vous saviez que mon histoire était médiatisée, Oui. du moins commençait à être médiatisée. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a dérangé? Enfin, je sais que vous avez peut-être quelques réserves justement au début à propos de ça. Comment en fait on arrive à jongler à la fois avec, son client qui veut médiatiser l'affaire et en même temps vous qui essayez genre de vouloir protéger aussi, je pense, le client? D'abord, il y a un constat qui est celui que depuis quelques années, la justice et les faits divers, occupent une place très importante dans les médias. Peut-être trop. À tel point que vous avez, nombre d'avocats qui vont commenter des dossiers qui ne sont pas les leurs. Hem, je me méfie un peu, de la question médiatique. Pourquoi? Parce que, de mon expérience, j'ai appris, qu'un dossier évoluait. Vous avez vu, votre dossier, il a, duré 2 ans à Mmh. l'instruction. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a un secret d'instruction. Donc déjà, le fait d'aller rapporter publiquement ce qui se passe dans un dossier, c'est quand même contraire au secret de l'instruction. Bon, même si les victimes, ils sont pas forcément soumises, enfin vous, pas avocat, bon, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a déjà quand même, ce secret d'instruction qui est primordial. Ensuite, la justice, et vous l'avez vu, c'est quelque chose d'assez secret. Vous êtes reçu dans un cabinet d'un juge d'instruction, les portes sont fermées, vous avez des audiences qui sont parfois à huis clos. Donc la justice se concentre et règle, enfin prend sa décision, règle le dossier de manière un peu secrète et confidentielle. Donc les juges ne voient pas d'un bon œil, déjà, celui qui va, s'épancher comme ça dans les réseaux sociaux, ou dans, les plateaux télé sur le fait de raconter son histoire. Il peut y avoir cette question de défiance. Et en fait, moi, pourquoi j'ai un peu de réserve, c'est que je pense qu'il serait contre-productif de, la part d'une victime, trop médiatiser son affaire pendant l'instruction, parce que le juge qui va avoir à connaître de son affaire peut se poser des interrogations qui sont, du coup, défavorables à la victime, en disant: «Mais qu'est-ce qu'elle cherche? Est-ce que vraiment elle souffre, si en même temps elle bénéficie d'une couverture médiatique, très importante?» Enfin, vous voyez? Il peut y avoir des questions qui se posent, qui sont, à mon sens, inutiles. Mmh. Parce qu'un juge est humain. Je veux dire, n'importe quel juge peut rentrer chez lui, allumer la télé, ouvrir un journal, et cetera. Et donc, si la médiatisation ou je dirais, la surmédiatisation d'un dossier vient, heu, troubler le juge dans sa quête de manifestation de la vérité, je pense que ça peut être défavorable pour une victime. Ensuite, il y a, bon, des dossiers comme le vôtre. Et je pense aussi, à des dossiers récents, le dossier Jubilard, le dossier de Gisèle Pelicot, qui, grâce aussi à une médiatisation importante, vont être un peu vont être des tournants de, réflexion sociétale. Mmh. Par exemple, Pelicot, je ne sais pas si on en parlera, mais ça a déclenché derrière une prise de conscience générale de la société française et internationale, parce que ça a été médiatisé dans le monde entier, sur la question du consentement. Bien sûr. Voilà. Donc, il peut y avoir aussi un intérêt à médiatiser son dossier.
Et je pense aussi à des dossiers dits un peu oubliés par la justice. Vous avez ces cas de cette antenne qui a été ouverte, Cold Case, où la médiatisation va remettre sur peut-être le haut de la pile des dossiers qui sont peut-être oubliés. Donc voilà, donc il faut jongler en fait avec un peu tout ça. Je crois qu'on est aussi des médias qui ont... Ça peut être dangereux aussi pour une victime de médiatiser, et je crois que vous en avez fait les frais, à tort. C'est-à-dire que d'un coup, on va vous dire « Ah oui, mais si elle va dans tel média, c'est pas bon, parce qu'il faut aller dans un autre. » Bon, voilà, il y a aussi ce jeu un peu dangereux de se frotter à une médiatisation et d'être utilisé par les médias, parce que, soyons clairs, il y a une information importante est chassée par une nouvelle. Bon, Bien sûr. C'est compliqué d'un point de vue psychologique aussi pour une victime de à la fois devoir gérer son histoire et puis après devoir gérer toutes les autres critiques, hein, c'est très important. bien sûr, puisqu'en plus de ça, et vous, je dirais que vous l'avez encore plus géré, puisque à la suite de votre histoire, on a déposé aussi des plaintes parce que vous aviez reçu des commentaires. Enfin, je veux dire, c'est une nouvelle affaire dans l'affaire, hein. Oui, des photos, etc., Voilà, des trucs assez violents, bien exactement. sûr. Puisqu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut vous contacter tout de suite. Vous avez dans les applications la possibilité de faire des commentaires qui sont ultra violents. Bon, enfin voilà, c'est un espace dangereux. L'espace médiatique, c'est un espace dangereux. Voilà. Peut-être si on revient un petit peu sur, comment fonctionne, justement le l'instruction et cetera au moment de quand une victime, en fait, va déposer plainte, qu'il y a instruction. À quoi vraiment sert l'instruction, dans un dossier de viol? Pourquoi c'est aussi long aussi? Je pense que c'est important de l'expliquer, parce que malheureusement, il y a peu de personnes qui comprennent. D'accord. Alors j'espère qu'on ne va pas perdre les auditeurs dans cette minute trop Non, 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 théorique. pas du tout. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le viol est un crime. Mmh. Hein, ça, faut le répéter. C'est pas une différence de point de vue, hein. C'est un crime. Bon. Donc, qui dit crime dit ouverture d'une information, d'une instruction, d'une information judiciaire obligatoire. Bon. La personne qui va gérer cette instruction, donc c'est un juge d'instruction, c'est en fait le prolongement de l'enquête menée par des policiers dans un état de flagrance au départ. J'essaie de schématiser de manière assez simple. C'est-à-dire que le juge d'instruction va missionner des policiers, c'est la police judiciaire, pour continuer l'enquête et arriver à la fin à ce qu'on appelle une ordonnance de renvoi devant une cour criminelle, une cour d'assises ou un tribunal correctionnel s'il s'agit d'agression sexuelle ou de violence. C'est-à-dire qu'il va en fait ramasser un peu tous les indices qui existent pour déterminer quelles sont les charges à retenir contre un mis en cause. Au stade de la garde à vue, on parle de soupçons. Au stade de l'instruction, il faut des indices graves et concordants. Et au stade du jugement, ce qu'on demande, ce sont des preuves, puisque, voilà, selon l'adage un peu commun, on ne condamne pas sans preuve. En fait, le job du juge d'instruction, c'est d'entendre des témoins, c'est de recueillir, en fait, de prolonger l'enquête, de faire des expertises pour livrer, si je puis dire, livrer un dossier à la juridiction de jugement, une sorte de package, en disant voilà, vous avez tout ce dossier. Si les juges du siège pensent que tel accusé ou mis en cause est fou, eh ben moi je vais vous dire, comme c'est pu être le cas dans votre dossier, non, puisque j'ai réalisé des expertises psychiatriques et psychologiques qui démontrent que, en l'espèce, Jordi Goukara n'était atteint ni d'abolition du discernement, donc du coup, il avait la pleine compétence, conscience de ses moyens, donc il est responsable pénalement. Si vous avez, le juge se dit « Ah mais tiens, il n'y a peut-être pas de témoin de cette scène », eh bien si, parce que le juge d'instruction a demandé aux policiers de réaliser des enquêtes de voisinage qui vont apporter leur témoignage. Voilà. Donc en fait, l'instruction, c'est une prolongation des 48 heures de garde à vue ou 96 heures, dans un régime très exceptionnel, pour pouvoir donner tous les moyens au juge qui va juger l'affaire, ou à la cour d'assises, c'est-à-dire la juge, le juge et les jurés, pour prononcer une peine en ayant parfaite connaissance de tout le dossier. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Si, si, totalement. là-dessus. Dans mon cas, c'est assez intéressant. Dans mon cas, beaucoup de personnes, en tout cas, se sont posé la question pourquoi il n'y a pas eu de comparution immédiate. Mais parce que c'est pas possible. La comparution immédiate prévoit, est prévue pour certains délits déjà uniquement. Il n'y a pas de comparution immédiate criminelle, hein.
Donc il faut, voilà, c'est très encadré par les textes et ce n'est que pour certains délits punis de certaines peines d'emprisonnement qu'on peut accéder à une comparution immédiate. Comme je vous l'ai dit, le viol est un crime, ça nécessite obligatoirement une instruction qui débouche. Alors maintenant, l'objectif, c'est un peu de désengorger un peu la justice qui a des étagères remplies de dossiers. Donc on a créé des cours criminelles. D'ailleurs, nous sommes passés devant une cour criminelle départementale et non pas une cour d'assises avec des jurés populaires, pour essayer d'aller plus vite. Je sais que le garde des Sceaux, alors je ne sais plus si c'est celui-là ou le précédent, mais je crois que c'est celui-là, M. Darmanin, réfléchissait à la comparution, ce qu'on appelle la CRPC, comparution préalable de reconnaissance de culpabilité criminelle. C'est-à-dire qu'en fait, s'il reconnaît les faits, on le juge de manière peut-être un peu expéditive, c'est-à-dire que le procureur de la République ou l'avocat général propose une peine, il a un avocat qui décide oui ou non de l'accepter, il n'y a pas forcément de jugement. Alors certains crient au scandale. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on a une cour d'assises, alors je mets de côté la réforme de la cour criminelle, mais on a une cour d'assises, grosso modo, avec un système de jury populaire qui remonte, je crois, à la fin du XVIIIe siècle, 1790 et autres. La société dans laquelle on vit n'est, à mon sens, plus compatible avec des règles judiciaires qui ont été prises à la fin du XVIIIe siècle. Voilà, je sais pas si c'est bien ou pas bien, il n'y a pas de recul. Je pense que chaque victime, d'ailleurs, pourrait avoir un regard différent là-dessus. Je suis pas convaincu, moi, de l'effet forcément pédagogique du procès. C'est-à-dire que pour beaucoup de victimes, c'est aussi une très grande souffrance parce que nous n'avons pas les réponses attendues. Oui, ça remet encore plus en Il y a une frustration de ne pas avoir pu tout dire. Bien sûr. On a aussi le sentiment parfois que les juges vous écoutent, mais peut-être pas comme vous le souhaiteriez, que vous aimeriez plus de temps. Donc en fait, c'est question de temporalité, et je sais qu'on en a beaucoup discuté ensemble. À la fois 2 ans d'instruction, c'est très long et en même temps c'est rapide. Il a été jugé pile poil 2 ans après les faits, à quelques semaines près. C'est quand même rapide. Oui. Ça pourrait être plus rapide avec ce système, par exemple, parce que lui reconnaissait les faits, mais il ne Bien sûr. reconnaissait pas vraiment, avec ce système de plea bargaining. En anglais, c'est ça, c'est le fameux plaider coupable, en fait, qui va plus vite. Mais ça supposerait de ne pas avoir d'expertise psychologique, etc. Bon, je suis un peu partagé là-dessus, mais je crois que dans certains dossiers, ça permettrait d'aller beaucoup plus vite, de désengorger les cours d'assises, les cours criminelles, et peut-être pour les victimes d'avoir finalement aussi une satisfaction de se dire, ok, voilà, en 2 mois ou en 3 mois, On est débarrassé aussi de tout on ça. est débarrassé de tout ça, Bien il sûr. a une peine, voilà. Parce qu'en fait, ce qui est très dur aussi pour une victime, c'est en 2 ans, on a le temps de se reconstruire. En 5 ans, on a encore plus le temps de se reconstruire et vraiment de reconstruire sa vie. Pour des femmes, Alors pas pour tout le monde, hein. pas pour tout le monde, bien sûr. Mais parce qu'aussi, il y a cette histoire de la justice a reconnu mon viol, donc c'est très important aussi. Mais en 2 ans, enfin, moi, je vois d'un point de vue vraiment expérience personnelle, on se reconstruit sur quelque chose et au final, d'un coup, il y a le procès qui arrive et toute notre vie, en fait, est remise en question et se réécroule, en fait, une deuxième fois. Ouais. Et là, après, on se dit: «OK, c'est vraiment terminé». C'est vraiment terminé, après maintenant, il y aura plus rien, en fait. C'est fini et il faut savoir vivre avec, mais en fait, ça nous a remis un coup un peu derrière la tête. Donc je suis totalement d'accord, justement avec vous, comme quoi des fois, il faudrait peut-être que ça soit beaucoup plus expéditif aussi. Encore une fois, je pense que ça dépend de la complexité aussi des dossiers et peut-être, la victime qui peut-être doit choisir aussi, je sais pas. Autre sujet justement, qui est un sujet qui intéresse, beaucoup, c'est la question de l'indemnisation. On n'est pas aux États-Unis. Aujourd'hui, on est en France. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Et puis après, on Oui. évoquera aussi le sujet de la civile et cetera, mais D'abord, toute victime d'un préjudice, quel qu'il soit, a droit à avoir ce préjudice indemnisé. La France, parce qu'on on critique beaucoup dans les médias, justement, le traitement par la France, c'est trop long et il y a quand même des organismes en France qui existent, je ne pense pas que ça existe dans beaucoup de pays, où vous avez, l'État, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, qui, propose d'indemniser la victime d'une infraction. Parce que, bon, vous l'avez vu dans votre cas, votre violeur, il n'a pas de revenus, il ne travaillait pas, c'était pas déclaré, de toute façon, il ne pouvait pas parce qu'il était sous le coup d'OQTF. Bon, voilà, donc il y a une situation de précarité extrême.
Et donc la question de se dire, c'est mais qui va payer l'indemnisation du préjudice que j'ai subi? Parce que moi, j'ai dépensé du psychologue, j'ai dépensé des psychiatres, j'ai payé des frais d'avocat, Ouais, voilà. Bon, voilà. bien sûr. Donc il y a cette question-là. Et la France met à disposition, notamment quand c'est le cas de crimes. Alors, il y a des critères, je ne vais pas les évoquer ici parce que ça va pas être agréable, mais en tout cas, vous constituez un peu un dossier. Vous voyez, si je fais un mauvais parallèle, je dirais c'est un peu comme un dégât des eaux, quoi. Vous voyez, vous faites des expertises, il y a quelqu'un qui va vous examiner, il va vous dire voilà, est-ce que vous souffrez beaucoup, un peu, pas beaucoup. Bon, et donc vous allez avoir la possibilité, avant le procès, d'avoir l'indemnisation provisoire d'un préjudice qui sera réexaminé après le procès dans l'audience civile, puisque tout procès pénal est suivi d'une audience sur intérêt civil, où vous allez avoir à nouveau des experts, donc parfois il y a un peu de bataille d'experts, pour déterminer le préjudice qui est le vôtre, en tout cas celui de la victime, qui est chiffré, donc c'est pour ça que je prenais un peu la comparaison, pardon, mais du dégât des eaux, mais parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, c'est 5 sur 6, voilà, il y a une grille, c'est assez mathématique, et on l'a vu, puisqu'on a assisté ensemble à des réunions d'expertise où les experts débattent ou discutent de savoir si c'est 2,5, 2,60 ou 2,75 sur une échelle de 1 à 3 ou de 1 à 5. Bon. Et donc, à partir de là, il y a un chiffrage qui est fait et vous avez la possibilité de vous retourner. Alors là, c'est pour ça que l'avocat est quand même important. Avec l'avocat, vers ces commissions d'indemnisation des victimes d'infractions, la CIVI, qui vont allouer le préjudice. Et alors, ça fonctionne comme une espèce de super huissier de justice, c'est-à-dire que par la suite, ils vont se retourner contre lui pour essayer de récupérer un peu des sommes. Mais grosso modo, si je suis un peu caricatural, ce sont les Français qui, avec l'argent public, vont permettre d'indemniser les autres Français victimes. Voilà, c'est un peu comme l'aide juridictionnelle, finalement, c'est l'État, c'est donc nos impôts, qui conduisent à indemniser le préjudice d'une victime. Voilà. Parce que pour rappel, nous, avec l'association, on a fait une étude sur un peu plus de 200 victimes. On a établi le préjudice à plus de 35 000 €. En tout cas, tous les frais qui s'élevaient, que les victimes devaient dépenser, entre les frais juridiques, psychologiques et les frais administratifs, à plus de 35 000 €. Et encore, on est assez gentil là-dessus. Le problème, c'est qu'à aucun moment en France, on peut, enfin, en tout cas, je pense pas que c'est quand même très rare que, en tout cas, imaginons demain, on demande à la CIVI de nous rembourser 35 000 €, c'est pas du tout comparable. Donc, on parle d'un point de vue d'argent, bien sûr, je pense il y a beaucoup d'autres paramètres, mais comment, en fait, on peut justifier ça à la victime qui a du mal à comprendre, nous, quand on accompagne les victimes, sont remboursées que 2 000 € et qui comprennent pas pourquoi elles ont dépensé beaucoup plus que ça, c'est assez dur à comprendre. Je crois que ça participe un peu de ce autour de quoi est fondé le procès pénal en France. Et d'ailleurs, ça suscite des questions d'actualité récurrentes sur le sujet. C'est que il faut comprendre que en France, actuellement, le procès, il est centré sur l'accusé. Raison, hein, mais voilà. C'est le procès de l'accusé. Et d'ailleurs, la victime doit renouveler à l'audience, c'est la première question qu'on vous pose, c'est: est-ce que vous renouvelez votre constitution de partie civile? Bon. Et de plus en plus, on a des débats de société, un peu politiques, juridiques, médiatiques, qui consistent à essayer de déplacer le curseur en disant: il faut qu'en fait, ce soit la victime au cœur du procès et que tout doit s'orienter autour de la victime. Je crois qu'on est un peu, encore une fois, à la croisée des chemins. Il y a des prises de conscience. En tant qu'avocat, je pense quand même que c'est le procès de l'accusé qui doit rester principal. La victime, évidemment, occupe une place prépondérante et indiscutable dans le procès. Je crois que là où je suis d'accord avec vous, encore une fois, c'est qu'il faut faciliter les choses. Et les accès et justement peut-être des remboursements, voilà. Mais bon, de toute façon, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on vient solliciter de l'argent public, ça nécessite de monter un dossier, de justifier, voilà. Donc C'est très lourd, c'est lourd. ouais, c'est une lourdeur administrative supplémentaire et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, un peu en préambule, qu'il y a des victimes qui veulent entendre parler de rien. C'est-à-dire qu'ils disent: je veux m'occuper de rien, j'attends le procès, on verra. Bon, ce qui est perturbant, parce qu'on passe à côté de certaines choses. Ou alors, qui font
Moi, j'ai eu le cas, il y a pas très longtemps avec une victime d'agression. Il s'est fait, voilà, une séquestration, on l'a volé, et puis quand on lui expose, heu, toutes les démarches à faire, il met en balance, il dit: «Franchement, j'ai pas envie de revivre ça», et il préfère laisser tomber. Donc c'est perturbant quand même aussi pour un avocat d'entendre ça parce que, bon, c'est un peu comme si vous étiez malade, vous allez chez le médecin et vous dites: «Oh, je dois prendre un traitement de 3 mois». Bah non, bah, je préfère rester malade. Vous voyez? En fait, c'est très perturbant. Quand on fait le parallèle de ce que vit la victime Mmh. de faits, judiciaires, hein, et une victime, ou plus exactement un patient dans le domaine médical, c'est très troublant. Voilà, parce que, on n'accepterait jamais, de, contester une expertise médicale si on est malade, et même, vous voyez, tout à l'heure, vous parliez des honoraires. Vous allez voir un médecin, il vous dit: «C'est tant», vous allez voir un médecin spécialiste, il vous dit: «C'est tant le rendez-vous». Bon, parfois vous tirez un peu, Oui, parce le que nez, nous, on a aussi voilà. envie d'aller Oui, voir ce médecin parce que ça voilà, nous a été recommandé. voilà. Donc Oui, mais dans ce bon, sens. c'est-à-dire que vous rentrez pas dans la question de la discussion. C'est-à-dire que vous faites une consultation de 3 minutes avec un chirurgien spécialisé, il va vous dire: «C'est tant», vous dites: «OK», voilà. Bien sûr. Alors que l'avocat, vous faites un rendez-vous, c'est tant, il va dire: «Ah ouais, mais bon, c'est tant le rendez-vous, mais bon, quand même, moi je vous ai expliqué». Vous voyez? On Mmh. Ça, c'est très français aussi. C'est-à-dire que tout ce qui est un peu médical, on ne le conteste quasiment pas, Mmh. mais voilà, le judiciaire, c'est plus compliqué. Mmh. Peut-être si on revient, justement, au procès qu'il y a eu, de c'était du 24 au 26 septembre, justement de 2025. Hem, on a appris assez rapidement au final quand même qui la date, je me souviens, vous m'aviez appelé au mois de juillet ou quelque chose comme ça. Hem, Comment vous, en tant qu'avocat, vous préparez déjà, pour quand il y a une audience? Qu'est-ce qui se passe en fait, Alors d'abord, je je compare souvent une audience à, de la navigation. Je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple-là depuis longtemps, mais parce que, en fait, on ne peut jamais trop prévoir ce qui se passe. Bien sûr. C'est-à-dire que quand vous prenez un bateau, bah, il peut y avoir, des vents, terribles, il peut ne pas y avoir de vent, il peut vous arriver une avarie, il peut y avoir plein de choses, et en fait, une audience, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que vous ne savez jamais comment, les choses vont évoluer. Alors, on sait quand même, hein, parce que, justement, l'instruction, vous avez un dossier d'instruction, mais par exemple, vous avez des accusés qui, contestent les faits, pendant 2 ans, 3 ans d'instruction, 4 ans d'instruction, et puis ils arrivent à la donc vous préparez votre dossier comme ça, tous les témoignages, vous essayez de lui dire: «Je vais lui poser telle question, je vais le coincer là-dessus», et puis vous avez un accusé qui, premier jour de l'audience, qui le président lui dit: «Quelle est votre position sur les faits?» Il va vous dire: «Bah, je reconnais tout». Et donc en fait, vous avez préparé une audience dans une logique de contestation, et en fait, vous arrivez à l'audience, et ben, faut tout reprendre et tout déconstruire, tout ce que vous aviez fait, puisque, bah, il va plus y avoir besoin de titiller tel témoin parce que comme il reconnaît les faits, bah, il y a plus de débat de savoir s'il avait un short rouge ou un short vert. Enfin, vous voyez? Voilà. Donc, moi, je prépare le dossier, évidemment, on connaît. C'est très important de connaître le calendrier. C'est-à-dire que quand vous avez, notamment, comme ça, cour d'assises, cour criminelle, des experts qui arrivent ou des témoins qui défilent, quand vous en avez un qui arrive, il faut savoir qui c'est. Est-ce que c'est un médecin? Est-ce que c'est un enquêteur? Est-ce que c'est lui qui a fait l'enquête? Est-ce que c'est lui qui a interrogé la victime? Comment ça s'est passé? Pour pouvoir lui poser justement les questions appropriées. Mais après, donc ça suppose une connaissance parfaite du dossier. Il faut connaître son dossier sur les bouts des doigts, il y a pas de secret, c'est comme dans tout, il faut travailler. Mais après, moi, je laisse toujours un peu une part de mystère, une part d'aléatoire de l'audience. Alors je sais que parfois c'est déstabilisant parce que je le dis aux clients en leur disant: «Non mais vous inquiétez pas, Oui, c'est vrai que ça m'a beaucoup déstabilisée. Je me crée un très bon, voilà, oui, moi je oui. plaide sans notes, vous avez des gens qui plaident, tout est écrit, bon, en même temps, moi, quand on a vu que l'autre, pendant que je plaidais, il montrait les muscles et tout, qui essaie de vous déstabiliser, Ouais, voilà, et c'est bien de pouvoir un peu improviser. Après, c'est comme tout, vous avez une expérience qui fait que vous savez où vous allez, voilà. Mais il y a un travail de fond du dossier qui est indispensable. Il faut que la personne que vous défendez et que vous assistez en tant que victime sache auparavant quelles sont les questions qu'on va vous poser. bien Donc, sûr. de la même manière, quand vous étiez entendu par le juge, je me souviens, je crois qu'on avait fait des réunions préparatoires où je vous dis: «Bon, ben voilà, le juge va vous poser ça, ça, ça comme question. Attention parce que, s'il vous pose des questions, ce n'est pas parce qu'il ne vous croit pas, mais parce que, il a besoin que ce soit écrit noir sur blanc, hein. C'est pas parce que vous le dites bien, ou que vous l'avez répété 2 fois que c'est la vérité. Donc c'est aussi son job d'instruire à charge et à décharge, et donc de revenir en détail sur les faits. Donc Mmh. ça aussi, c'est traumatisant. Tout à l'heure, vous disiez, c'est
Oui, c'est lourd pour On une remet une victime pièce dans la aussi, machine. hein, De forcément. répéter, parce que celui qui répète, il se sent pas cru. En Mmh. disant: «Mais je l'ai déjà dit 2 fois», voilà. Mais il faut le répéter. Puis devant les experts, il faut le répéter encore, tout ça, donc c'est compliqué. Donc ça, on le prépare, c'est-à-dire qu'on met la victime dans, une situation où, une espèce de jeu de rôle, en fait, hein. On lui pose des questions et on lui dit: «Attention, quand vous répondez comme ça, faut pas oublier aussi cet élément». Et moi, je dis aussi souvent: «C'est pas un contrôle, c'est pas une interrogation. Vous serez pas noté après, hein. Si vous oubliez quelque chose, c'est pas grave. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Faut pas forcément chercher à, se souvenir ou, il y a pas de bonne réponse, en fait. Voilà, il faut donner ses réponses. Évidemment, la vérité, et puis quand vous savez pas, vous savez pas, ou quand vous savez plus. Parce que dans des cas, comme le vôtre, quand on subit une agression, le cerveau, se met un peu parfois en mode off. Bien sûr, survie, Exactement, dissociation, exactement. Il y a une séparation. dissociation qui s'opère, et quand on vous dit: «Mais attendez, est-ce que vous vous souvenez si votre agresseur, il vous a montré une lame, pas de lame?» et cetera. Vous vous en souvenez plus, et puis là, vous vous dites devant chez le juge: «Mais mon Dieu, mais en fait, si je dis qu'il m'a pas montré l'arme, ça veut dire qu'en fait, je suis une menteuse», ou voilà. Donc non, c'est très compliqué et cette phase de préparation est indispensable. Bien Voilà. sûr. Après, ce qui compte, c'est pas de me préparer moi, parce que ça, je sais bon, voilà, c'est de préparer, la victime, à être dans les meilleures conditions possibles quand on lui pose des questions. Totalement, et je me souviens d'ailleurs que vous m'aviez appelé 2 semaines avant ou même pas 1 semaine avant, et vous m'aviez dit: «Écoutez, là, c'est comme un match de tennis, si vous êtes Nadal, on s'en fiche de savoir, s'il y a telle ou telle personne qui sera dans la salle, en fait». Parce que vous me posez plus la question de savoir comment est-ce que, on va pouvoir gérer aussi, cette audience qu'on avait décidé avec Mathilde, l'autre victime, qu'elle soit publique ou plutôt à huis clos, et ça m'avait fait vraiment un électrochoc où je m'étais dit: «OK, là, il faut vraiment que je me concentre parce qu'en fait, c'est un moment, très important». C'est là où quand même tout se joue, et à la fois, faut être, enfin, faut pas se poser 15 000 questions non plus, mais il faut quand même être, Ouais. préparé, focus, et c'était assez important. Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler le profil un petit peu de Jordi, Goukhara, Ouais. comment vous l'avez perçu aussi pendant le procès? C'est intéressant. Je j'ai pas un très bon souvenir de lui. Je pense que lui non plus de moi d'ailleurs, comme ça Ouais. c'est réciproque et partagé. Hem, En fait, quand on lisait les expertises, psychiatriques de cet individu, donc oui, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, les expertises, c'est quand même important, faut Oui. prendre le temps qu'elles soient faites quand même. Hem, on avait vraiment le sentiment de quelqu'un qui était dans une espèce de toute-puissance, qui recherchait à avoir le contrôle de tout, d'avoir le dernier mot, d'avoir raison sur tout. Bon. Hem, Quelqu'un avec, et je le dis, avec une certaine forme d'intelligence, puisqu'il était capable d'ailleurs, il nous a récité, des chapelets, entiers, enfin des versets de la Bible, complets, donc il était pas idiot, quoi. Mmh. Parce qu'il y a rien de pire, et moi ça a été un peu ma crainte quand j'ai lu le dossier, alors je vais répondre après à votre question, hein, mais c'était un peu ma crainte quand votre dossier est arrivé, c'est que en fait, assez rapidement, on le déclare pénalement irresponsable. Mmh. Et je me suis Parce que ça, pour une victime, c'est terrible parce qu'en fait, il y a pas de procès. mmh, Et donc du coup, c'est vraiment, quelque chose qui tombe très frustrant. On peut se raccrocher à rien parce que même quand on a des réflexions qu'on n'accepte pas, on se dit: «Mais de toute façon, il avait pas d'âme, il avait pas», voilà. On arrive à mettre les mots pour faire cette reconstruction. Quand, avec un peu un langage commun, l'accusé est déclaré fou, irresponsable pénalement, c'est très frustrant. Et c'est vrai que moi, ma crainte pour vous, c'était qu'on soit dans un de ces cas de figure-là. Parce que je pense que la reconstruction aurait pu être difficile, il n'y aurait pas eu, de procès comme ça, il n'y aurait pas eu de, je pense que médiatiquement, c'est pareil, on aurait dit: «Bah, elle est tombée sur un fou», et puis voilà, et ouais. puis voilà, Mmh. voilà. Donc là, on atteint, vous voyez, des sphères qui sont vraiment la limite du droit, et c'est compliqué. Les dossiers comme ça sont des dossiers très compliqués. Heu, donc pour répondre à votre question, on lisait dans ces expertises que c'était quelqu'un d'assez, voilà, qui voulait avoir le contrôle. On parlait de surpuissance, avec une prédominance du moi, du jeu. Bon là, j'essaie de vous faire ce que certains experts, disent beaucoup mieux que moi, même si on ne comprend pas grand-chose in fine. Bon, vous voyez, pourquoi je dis ça? Parce qu'il dépeignait son caractère comme des traits de psychopathie.
Bon, voilà, alors que dans le langage courant, t'es un psychopathe. Non, eux, c'est un peu différent. Donc c'était quelqu'un que moi je n'avais jamais vu puisqu'il n'y avait pas eu de confrontation dans votre dossier, puisque comme il avait reconnu les faits, il n'y avait pas besoin de confrontation, hein, ça c'était important de le préciser aussi. Donc c'était la première rencontre Oui. pour moi avec lui. Et c'est vrai que tout de suite, on a senti que le fait qu'un homme, alors peut-être un peu moins musclé, bon ok, j'ai moins de temps en même temps, mais qui était capable de lui donner le change et de le confronter à sa propre bêtise, et ben en fait ça lui déplaisait. Et que ça faisait ressortir chez lui un trait de sa personnalité extrêmement inquiétant. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas me permettre de le qualifier, lui, vous voyez, psychiatriquement et tout, mais en tout cas, voilà, quand on le confrontait à son erreur, à sa bêtise, et alors certains pourraient dire, ouais, il y a une espèce de combat de coq, mais quand même, c'est-à-dire que quand il sentait qu'il ne pouvait plus avoir la maîtrise de la personne et de l'individu en face. Et on voit d'ailleurs dans les agressions que vous avez subies avec Mathilde, que c'était quelqu'un qui cherchait à vous contrôler, à vous bâillonner, à être sous ses ordres. Voilà, il fallait lui obéir. Plusieurs fois, il a dit « tais-toi, si tu te tais, ça se passera bien ». Bon, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui cherchait à avoir le contrôle sur vous. Bon. Et justement, quand on est dans cette opposition à ce type d'individu, et en fait, il sort de sa zone de confort et il pète les plombs. Et à plusieurs reprises, il a pété les plombs contre moi à l'audience. Totalement, justement, c'est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui l'ont souligné et qui vous l'avez plus ou moins excité, justement, pendant, je crois, Alors, excité, en tout cas énervé. Énervé, oui, parce que vous excité, mais bon, voilà. Mais énervé pendant justement votre plaidoirie ou à un moment donné pendant des questions. Est-ce que vous pouvez revenir dessus aussi? Oui, c'est-à-dire que en fait, là aussi, il y a j'en ai un peu joué, je vous confesse. Bon. Non, mais c'est-à-dire que il y a des règles. Dans un procès pénal, il y a des règles. Il y a celui qui a la police de l'audience, c'est le président. C'est lui qui est l'arbitre, en fait, qui dit les règles. Et puis, il y a des règles qui sont sur lesquelles on est intransigeant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas couper la parole d'un avocat quand il plaide. Alors, on risque pas grand-chose si on le fait, mais à tout le moins un rappel à l'ordre. Mais on ne peut pas le faire. Et vous avez pu voir que systématiquement, pendant le procès, quand il y avait des choses qui lui déplaisaient, il coupait la parole. Et là, le fait que je lui rappelle qu'il y avait des règles, parce qu'il n'avait de cesse d'ailleurs de dire que si on lui impose des règles, il va les respecter. Bon, vous voyez, il lance un message à un juge quand il dit « Non mais écoutez, j'ai commis une erreur, parce qu'il y a eu des incidents en détention et autres, mais si vous me faites confiance et que vous me demandez de respecter un cadre, je le respecterai. » Je dis ça parce que, notamment, dans le cas précis pour vous, il se refusait à faire des soins en prison parce qu'il dit « personne ne m'oblige, mais par contre, monsieur le juge, si vous m'obligez à le faire, je le ferai. » Il dit « j'ai besoin d'un cadre, si je fais ça, je le respecte. » Et donc, quand on lui transpose ce modèle de cadre-là, dans le cadre de respecter la parole d'un autre, et qu'il ne le respecte pas, bon, après, c'est assez facile de démontrer au juge que, vous voyez, en fait, il y a un cadre, il y a des limites, et qu'il ne les respecte pas, et que donc, du coup, même si on lui pose un cadre et des limites, dans un autre cas, il ne le respectera pas. Bon, voilà, c'est un peu ce qu'on peut appeler des techniques d'audience pour déstabiliser, et surtout pour décrédibiliser sa parole, même s'il n'y avait pas trop besoin de ça. Mais c'est vrai qu'en tout cas, le fait qu'il se soit excité comme ça, comme vous dites, pendant que je plaidais, ça l'insupportait parce que je lui ai rappelé qu'il ne pouvait pas me couper la parole, que même si ça lui déplaisait, il était quand même obligé d'écouter des vérités que j'avais à lui dire. Voilà, donc ça révélait, en fait, c'est souvent un révélateur de la personnalité de l'accusé. Vous avez aussi dit dans la presse qu'une condamnation pour viol en concours, en tout cas, était très rare. On en a déjà parlé avant. Est-ce que vous pouvez expliquer juridiquement ce que ça veut dire exactement? Un viol en concours, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est Oui. que ce sont deux viols Exactement. qui sont commis dans le même espace de temps, sur des personnes différentes notamment. Et vous avez pu voir, et vous vous souvenez, que les policiers qui ont témoigné à la barre, et notamment il y avait un commandant d'une police judiciaire à Paris, d'une DPJ, je crois, qui disait que en 15 ans de carrière, il n'avait jamais vu ça. Alors, c'est en ce sens-là que je dis que c'est rare. C'est-à-dire que, et ça, moi, c'est ce que je considère que les médias, c'est ce sur quoi je considère que les médias n'ont pas assez insisté.
C'est-à-dire, à une époque où tout le monde vous parle d'insécurité, etc., ils se sont concentrés sur ce truc d'OQTF, dont, à mon avis, n'est pas le cœur du sujet, mais c'est de dire que vous avez 2 jeunes victimes, enfin, peu importe, mais vous avez en tout cas 2 victimes à Paris, un samedi après-midi, qui sont victimes. Voilà. Donc, encore une fois, à une époque de vidéosurveillance, où on veut le tout sécuritaire et tout sécurité, et ben ça se passe. Et ça fonctionne pas. Oui, Et ça fonctionne pas. bien sûr. Voilà. Alors, c'est aussi le lot de la justice, c'est-à-dire que toutes les affaires qui passent en justice sont la preuve d'un dysfonctionnement quelque part. Mais moi, je trouve que moi, c'est ça qui m'a choqué. Et puis aussi dans la violence de l'individu, parce que vous pouvez prendre sur une année, vous avez à chaque fois une affaire qui est plus sordide qu'une autre. Bon, vous avez vu que dans un temps un peu proche du vôtre, il y a eu le dossier de la petite Lola, vous avez Philippines, voilà. Donc il y a un peu toujours pire et toujours mieux à côté. C'est pour ça que chaque dossier est différent et ne peut pas. Les comparaisons entre dossiers ne sont jamais bonnes. Non. Mais en tout cas, est-ce que violer 5 femmes, c'est plus grave que d'en violer 4 ? Voilà, on ne sait pas, vous voyez, ça dépend comment tout ça est fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les policiers et même le président disaient que cette question de viol en concours comme ça, en 30 minutes, en plein jour, parce que ça c'est très important aussi, le fait que ces agressions aient été commises en plein jour, ça accentue, et c'est pas moi qui le dis, c'est des experts qui vous ont expertisé, que ça accentue le préjudice. Parce que la journée renvoie à un instant sécurité. Et par exemple, quand vous subissez une agression le soir, en rentrant d'une soirée, d'un bar, bon, vous pouvez vous dire, ça y est, c'est terminé, je sors plus. Et puis le lendemain matin, vous allez acheter votre pain, et votre cerveau ne fait pas l'amalgame entre la soirée, festivité nocturne, et un événement tragique. Alors que là, précisément, vous qui reveniez de Monoprix, ça veut dire tout le monde va chez Monop pour acheter un samedi après-midi pour acheter des courses pour le dîner. Donc, en fait, ce schéma de ce trauma, c'est comme ça, ce trauma, se retrouve projeté dans quelque chose d'extrêmement habituel. Et vous n'avez pas les moyens d'écarter ce trauma, puisque en fait, vous n'avez pas les moyens de ne plus aller, plus sortir dans la rue. Alors, il y a des victimes qui arrivent du coup, à ne plus sortir, qui en arrivent dans des situations de trauma absolument terribles. Donc ça, ça a été pour moi, je crois aussi, la révélation de la violence de ce dossier. Et oui, je trouve que c'est quelque chose de très rare. Et je pense que ça participe aussi de la peine à laquelle il a été condamné, indépendamment de sa personnalité très désagréable, etc. Je pense que la violence, c'est cette violence-là, comme ça, en plein jour, un samedi après-midi, 2 victimes différentes, jeunes. On est vraiment dans une question de prédation, quoi. C'est un prédateur, hein. Et d'ailleurs, lui-même le dit, qui est en chasse. Oui, chercher sa proie. Ouais, Totalement. c'est flippant, en fait, en entendant ça. C'est flippant, bien sûr. Voilà. Il pouvait avoir jusqu'à 20 ans maximum. Il Ouais. a eu 18 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette peine? D'abord, je pense que c'est bien. D'abord, c'est très bien parce que c'est quand même assez rare que des dossiers de viol soient des auteurs soient condamnés comme ça entre 18 et 20. C'est assez rare. S'il avait eu 20 ans, il aurait pu faire appel. Il risquait pas grand-chose puisqu'en fait, il était déjà condamné à la peine maximum. Et là, on rentrait en fait dans un nouveau schéma dont tout à l'heure vous parliez, consistant à remettre une pièce dans la machine. Vous voyez, vous disiez, on se remet un petit peu, on passe à autre chose, on se reconstruit, puis boum, le procès, ça permet, et ça entraîne à nouveau une déconstruction. Et alors là, l'appel, c'est dans à nouveau 1 an et demi. C'est très long. Et c'est très long, et ça aurait, voilà, du coup, il y aurait un temps après de reconstruction, et boum, on repart. Donc c'est pour ça que vous avez des victimes qui se disent pendant 10 ans qu'elles sont comme ça traumatisées, et c'est très très dur de se remettre. Après, sur la peine en elle-même, moi, ce que je remarque, c'est qu'il n'avait pas fait de détention provisoire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quelques jours après son incarcération pour vos faits, il a commis à nouveau une agression sexuelle sur une surveillante de l'administration pénitentiaire qui lui a valu 2 ans d'emprisonnement, enfin un peu plus, mais en tout cas 2 années fermes d'emprisonnement par un tribunal correctionnel, je crois que c'était Créteil ou Évry. Et du coup, il avait purgé 0 jour de détention sur votre dossier. Donc, si on considère que s'il n'y avait pas eu de cette condamnation, qu'il avait fait 2 ans de détention provisoire, ça aurait été déduit de la peine à laquelle il a été condamné, et si ça avait été 20 ans, ça aurait été 18 ans. En fait, c'est un peu la peine maximale à laquelle il a été condamné.
Donc je suis satisfait de cette peine parce que c'est aussi un symbole. Voilà, c'est quand même, c'est un symbole fort Oui, qui est c'est ce tombé. que c'est ce que vous dites. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont critiqué ça, à la suite, justement de du résultat qu'on peut dire à la suite, de la peine qui a été prononcée et alors déjà, d'une part, c'est très choquant pour une victime parce qu'en fait, Ouais. justement, on en avait C'est le problème de discuté. la médiatisation, oui, c'est ce que je vous disais C'était tout à l'heure, compliqué c'est que d'un point de vue vous médiatique ouvrez, parce qu'en fait, on ouvre une brèche. Forcément, les gens ont envie de commenter cette peine et les gens vont chercher encore des noix un peu partout. Je pense que, enfin, de mon point de vue, il a eu 18 ans et je pense que votre point de vue aussi, c'est très, très bien. Il y a aussi l'interdiction, du territoire ouais. français dont on reparlera juste après. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement 18 ans, pour cet individu? En termes de peine, c'est-à-dire sur Exactement, est-ce qu'il y aura de la sûreté? Est-ce qu'il y aura pas de sûreté? non, alors Est-ce qu'il y a des ils remises de n'ont peine? pas Parce que c'est ouais, ça qui a ouais, été ouais. énormément Alors critiqué aussi. ils n'ont pas, là on va perdre définitivement les auditeurs sur des points de vue juridiques, mais ils ils n'ont pas condamné, à une peine de sûreté. C'est-à-dire qu'ils auraient pu ajouter à ces 18 années une période de sûreté, par exemple, de 10 ans, incompressible. C'est-à-dire qu'il fait 10 ans, quoi qu'il arrive, il y a 10 années de prison qui passent. Bon. Le cas de la peine de Jordi Boukhara est un peu particulier parce qu'ils ont prononcé une interdiction du territoire. C'est-à-dire, très concrètement, qu'à l'issue de la peine, je vous parle en théorie et normalement, parce qu'évidemment, comme dans tout, il y a des exceptions où il y a des absences de mise en œuvre et peut-être que vous voudrez qu'on en parle après. Mais théoriquement, à l'issue de sa peine, il ne remet pas un pied en dehors de la prison. C'est-à-dire qu'il est très concrètement, au moment de sa libération, ben, c'est la police de l'air et des frontières, la PAF, qui vient le chercher et qui le renvoie dans le pays qu'il accepte. Et la question, c'est de savoir est-ce que la Centrafrique réaccepterait cet individu. Oui, c'est Mais ça, c'est la théorie de savoir sur l'ITF. Il faut savoir que ceux qui sont condamnés comme ça à des interdictions de territoire français peuvent bénéficier, alors je mets un guillemet à bénéfice, parce que peuvent bénéficier à partir de la mi-peine de ce qu'on appelle une libération conditionnelle expulsion. C'est-à-dire que, en gros, vous faites la moitié de votre peine, mais à la moitié de votre peine, vous êtes expulsé vers votre pays. Donc, ce bénéfice-là, alors à mon sens, hein, après c'est ce que je lui ai dit, puisque d'ailleurs à un moment quand je plaidais ça, il m'avait dit bah, vous avez qu'à me conseiller. Bon, moi je suis pas son avocat, donc je vais pas, vous voyez, donner il n'y a pas d'astuce, mais enfin je vais pas le conseiller juridiquement sur sa situation pénale. Mais en théorie, il pourrait bénéficier de cette libération conditionnelle expulsion. C'est-à-dire qu'après 9 années d'emprisonnement plein, il pourrait solliciter cette forme d'aménagement de sa peine, mais qui est en fait une expulsion. Mais là, on rentre en fait dans une pratique du droit qui est justement la question de l'aménagement de la peine. Je ne pense pas qu'il faut que vous rentriez là-dedans. On en reparlera parce qu'évidemment, la victime est censée être au courant de tout ce qui se passe, hein, puisqu'elle est tenue au courant. On peut formuler des observations. Alors, vous voyez, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de la place de la victime dans le procès. La victime n'est jamais convoquée à une audience d'aménagement de peine. C'est-à-dire que concrètement, le droit français prévoit que celui qui sollicite un aménagement de peine, eh ben, c'est une audience dans laquelle il y a le condamné, son avocat, le juge d'application des peines, dans certains cas le tribunal d'application des peines, ce qui serait le cas pour M. Boukhara, puisque c'est une peine supérieure à 10 ans, donc le TAP, comme on dit, et le ministère public. La victime n'est pas invitée à ce procès. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même des évolutions à faire et qui sont nécessaires sur la place des victimes, puisque on a de plus en plus de mesures qui sont prises, notamment dans les violences conjugales. Enfin, vous ne pouvez pas assister à ça, alors qu'il pourrait y avoir un intérêt de faire entendre, dans le cadre d'une remise en liberté de quelqu'un, le point de vue de la victime. Totalement, mais c'est d'un point de enfin, justement, je me souviens de cette histoire, d'un jeune en Haute-Savoie qui s'était fait agresser et qui n'avait pas été informé par la justice comme quoi son agresseur était sorti de prison et s'était suicidé, juste après. Mais justement, Gérald Darmanin voulait mettre ça en place, que les victimes soient prévenues. Encore une fois, il faut que ça soit fait, mais que les victimes soient prévenues une fois que leur agresseur, sort de prison. Je pense que c'est quand même assez Il y a, vous important savez, de savoir ce qui se passe comme dossier. ouais, il y a une formule qui est un peu terrible dans le code de procédure pénale où en fait, l'obligation pour le ministère public qui audience les dossiers, c'est est-ce que la victime était avisée? Bon, bah, tous les jours, on a des dossiers devant le tribunal correctionnel. Alors, par exemple, en comparution immédiate, oui, vous faites voler votre téléphone dans le métro, et puis bah, vous ne pouvez pas répondre parce que vous avez un numéro masqué qui vous appelle, donc qui vous empêche de rappeler.
Et puis, vous sortez du métro, vous avez un message qui vous dit: «Ah bah, voilà, vous êtes avisé que, votre, agresseur va être jugé demain matin, ou demain après-midi en comparution immédiate». Légalement, ils ont respecté les clous. C'est-à-dire que, ils vous ont avisé. Mais vous vous dites: «Mais attendez, mais moi, il faut que je me prépare, il faut que je demande un préjudice, faut que comment je fais pour aller à l'audience?» On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, prendre un avocat, pas d'avocat, bon, voilà. Et je pense qu'il y a un vrai progrès qui est impérieusement nécessaire là-dedans, voilà. Parce que trop souvent, on a, ce qu'on appelle les victimes oubliées, voilà. Et ça, c'est pas bien. Voilà, ça c'est pas conforme, Bien sûr. pour moi, à un procès équitable. Parce que on parle toujours de grands principes. Et un des principes qui est le procès équitable. Moi, je dis pas qu'il faut que la victime elle soit, supérieure dans l'égalité de traitement, aux mises en cause. Il faut que ce soit équitable. Voilà. L'avocat du prévenu qui est convoqué, bah, vous devez avoir l'avocat de la victime qui est convoqué. Dans une instruction, c'est le cas. C'est-à-dire que la victime est au courant de ce qui se passe. On peut l'être. Voilà. Il y a des audiences devant la chambre d'instruction quand il y a il y a une demande de mise en liberté qui est rejetée, la victime est avisée. Bon, parfois il y a des loupés. Donc c'est quand même aussi nécessaire d'avoir un avocat, bah, qui s'intéresse un peu à votre dossier, qui va être un peu proactif. Pour répondre et revenir un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, d'avoir l'intérêt d'avoir un avocat, peut-être pas commis d'office, mais voilà. Donc quand vous avez un avocat proactif qui s'intéresse à votre dossier, enfin, et tout ça, en fait, parfois le client ne le voit pas, parce qu'il veut pas savoir, il met un voile devant les yeux sur ce qui se passe, puis il dit: «On se reparle», et tout ce travail, en fait, un peu de l'ombre et de fond, il ne sait pas. C'est hyper important de savoir quel est le juge, est-ce qu'il change, est-ce que Bien sûr. bon, voilà, c'est les juges sont des humains. Vous avez, une juge d'instruction, qui part, ou une greffière qui part en formation, en congé maternité, parce qu'elle est mobilisée sur une cour d'assises pendant 2 mois. Bah, le cabinet est sur pause. Et donc du coup, bah, quand ils sont en vacances, ils sont pas là. Et donc vous allez appeler l'avocat en disant: «Ouais, mais alors il en est où mon dossier?» Et puis alors l'avocat: «Oui, ben, le juge est en vacances». C'est compliqué de rendre en fait humain ce process, voilà, parce qu'on a envie quand on est victime d'avoir une réparation tout de suite, d'avoir des réponses, d'avoir, Ce qui est normal, en voilà, même ce temps, qui est tout à fait normal. droit de regard aussi, Ouais, enfin, bien sûr, faut s'en bien sûr. Si on reparle de la question, interdiction du territoire français, Ouais. hem, plusieurs questions je pense que les auditeurs se posent, c'est que Je sais pas si je déjà pourrais répondre à tout, mais on va on essayer va essayer. c'est plus, d'administratif, mais quand même. Hem, du coup, il a eu il a été, l'agresseur, Jordi Bouquet a été, condamné à 18 ans de prison, plus une interdiction, du territoire français. Ce qui paraît logique parce qu'il y avait, il avait déjà eu 3 OQTF, à son actif, plus 11 condamnations, donc je pense que c'était totalement normal. Même son avocat, l'avocat de la défense, avait plaidé justement pour, Super. voilà, pour qu'il ait cette interdiction du territoire français, qu'il puisse rentrer, en République centrafricaine. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que ça va être, vraiment appliqué quand même? Et aussi, autre question par la suite, comment est-ce que vous pouvez faire en tant qu'avocat pour pas que ça devienne un débat aussi un procès qui soit politisé? Parce qu'au final, la question, quand même, de OQTF peut devenir très rapidement politique, alors que là, on parle vraiment on parlait d'un temps de la justice. C'est compliqué je pense, en tant qu'avocat, en tout cas, de jouer avec tout ça. Mmh. Alors c'est compliqué de répondre pour plusieurs raisons. D'abord parce que, concernant, Goukhara, il avait effectivement 3 OQTF, et alors ce qui est important de préciser, c'était d'ailleurs le premier achoppement que j'avais eu avec lui, c'est qu'il disait il était inexpulsable parce que, il y avait encore des recours en cours. Oui. Bon. En fait, la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, avait statué définitivement sur son cas, et il ne pouvait absolument plus bénéficier, et donc pas bénéficier, du régime des réfugiés politiques, parce que je crois que c'était ça qu'il demandait. Bon. Donc c'était quelqu'un qui était administrativement expulsable, Oui. qui l'est toujours. Bon. À la suite de ça, il y avait d'autres OQTF qui avaient été prises. Bon, les OQTF, quelqu'un qui fait un délit, hier soir au commissariat de Bobigny, pendant que j'allais, il y avait 2 types qui étaient remis en liberté après leur garde à vue. On leur signait une OQTF. Bon, ils ont pris le papier, ils l'ont mis dans la poche, c'est terminé. Oui, Bon, comme voilà. disait mon agresseur, dans tous les cas, une Voilà. OQTF, c'est juste Exactement, c'est une feuille de papier qu'on vous met. Bon, le problème, c'est que ça n'est pas ça n'est pas du ressort de la justice judiciaire. Et d'ailleurs, je crois, sans me tromper, que c'est le ministre de l'Intérieur qui organise
le traitement des OQTF. Donc en fait, on est un peu dans une zone grise où vous avez la justice qui prend une décision, en l'espèce pour Ougara, l'interdiction du territoire, donc l'expulsion, et sa mise en œuvre, elle est mise en place ou pas par une autre entité administrative qui est le ministère de l'Intérieur. Et là, on a des applications qui nécessitent d'avoir un point de vue diplomatique, puisqu'il faut que le pays d'accueil accepte de recevoir la personne sur son territoire. Donc, vous comprendrez que je ne peux pas, moi, répondre à votre question pour savoir si Boukhara y retournera en République centrafricaine ou pas, parce que si la République centrafricaine refuse le laisser-passer, bah, très concrètement, je ne sais pas ce qui se passera. Bien sûr. Et pour répondre totalement à votre question, ces sujets-là sont des sujets politiques, puisqu'on en arrive à des quotas avec des politiques migratoires, etc. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans les 10 prochaines années, puisque tout à l'heure, je vous parlais des 18 ans, il peut avoir 9 ans, il peut demander une libération conditionnée d'expulsion. Ça ne veut pas dire qu'il l'aura, mais en tout cas, il peut mettre le sujet sur la table. Et un tribunal d'application des peines prendra en connaissance du dossier. C'est-à-dire que il ne faut pas que Jordi Boukhara présente, par exemple, comme dossier un billet d'avion en disant « je veux partir en République centrafricaine, laissez-moi partir ». Ce sera refusé. Enfin, c'est pas comme ça que c'est traité. Hein. Il y a un vrai dossier avec l'avocat, il monte avec un conseiller d'insertion pénitentiaire, il prépare cette question-là. Et puis, il y a des laissez-passer. Et puis, moi, pour avoir eu certains dossiers comme ça, il faut mettre en relation le consul du pays, enfin le consulat du pays avec le consulat français. Il faut que le laissez-passer arrive. Voilà. Il faut vraiment que le tribunal qui va statuer sur la question ait tous les éléments en main. Donc, en général, ça prend quand même du temps à ce que ça se soit fait. Et puis, il faut de la bonne volonté aussi. Il faut que le type il veuille le faire. S'il ne veut pas le faire, bon. Et il faut que le pays l'accepte. Donc, il y a plein de critères. Il y a plusieurs critères qui font que je ne peux pas vraiment répondre à votre question. C'est pas que je ne veux pas. Mais je ne voudrais pas vous dire aujourd'hui, oui, il va être expulsé. Et puis que dans 10 ans, vous m'appeliez en disant, attendez, oui, on m'avait dit ça. Et puis en plus, ça a été enregistré sur un podcast. Maintenant, c'est pas vrai. Bon, voilà. Donc, je mets de la prudence là-dedans, parce que qu'est-ce qui va se passer, vous voyez, dans 10 ans, politiquement en France, et sur ce traitement, on n'en sait rien. Voilà. Mais c'est une question qui est totale. Puis après, peut-être pour élargir le sujet, moi, j'ai compris, moi aussi, et je trouve que le sort qui vous a été un peu réservé sur cette question d'OQTF, je trouve qu'elle est dégueulasse, quoi, pour dire les choses comme je les pense, parce que d'abord, je trouve que quand on n'a pas été victime, s'exprimer sur ce que devrait faire une victime, je trouve ça indécent. Voilà. Vous voyez, tout ça, ça met un peu en écho les questions que vous me posiez tout à l'heure sur la médiatisation, tout ça. C'est dangereux, en fait. Quand on rentre dans cette arène médiatique-là, on s'expose à des commentaires d'individus. Voilà, il faut être fort psychologiquement pour entrer. C'est pour ça que pas tout le monde peut être... Et je conseille jamais à toutes les victimes de le faire, en tout cas, ça c'est sûr et certain. C'est ce qu'on essaie de faire avec l'association. C'est pour ça que nous, on prend leur parole directement et que moi j'essaie de le faire parce que je connais déjà un petit peu tous les rouages. Mais bien sûr, ça c'est très, très, très compliqué. Mais quand on parle de la question de l'OQTF, c'est un sujet qui s'ajoute en plus Bien sûr, du viol dans tous les cas. bien sûr. Donc voilà. Mais tout à fait légitime. Enfin, qui peut vous reprocher de dire « mais attendez, moi je ne comprends pas, mon agresseur, il a été en tout cas destinataire de 3 obligations de quitter le territoire, 3 OQTF, et qu'il est encore là ». Enfin, je veux dire, pour moi, c'est la même chose que si vous avez une victime d'accident de la route de la part de quelqu'un qui n'a pas le permis et qui conduit encore, et qui pose à la question au juge en disant « mais attendez, comment ça se fait que ce type qui a été condamné à plusieurs reprises pour défaut de permis ou autre, arrive encore à conduire une voiture ». Vous voyez, c'est une réflexion qui est tout à fait légitime. Donc venir déplacer ça sur le plan politique et de venir vous instrumentaliser, je trouve que c'est pas bien. Vous êtes avocat pénaliste en tout cas, Ouais. mais aussi un homme. Ouais. Est-ce que vous sentez qu'il faut une posture particulière quand on défend les femmes, surtout les femmes qui sont violées? Non, d'abord, je pense qu'il ne faut pas se poser ces questions
Parce que c'est jamais... ça m'a été reproché, hein, des fois, d'avoir justement eu un homme en tant Oui, mais qu'avocat. je Je sais. trouve que Puis c'est je peux- intéressant, justement, et de puis je le ça. dis ici, vous avez été la cible de plein de consoeurs qui, enfin pas la cible, la proie peut-être Bien sûr. de se dire ah bah tiens voilà c'est une femme, j'ai dit elle défend une femme, puis en plus elle a un avocat, puis c'est un avocat qui a défendu des voyous, mais comment il fait? Bon voilà. Euh, ce qui est certain, c'est que encore une fois, je crois qu'on est à un instant un peu de nécessaire de prise de conscience dans les rapports hommes-femmes. Et alors, je mets tout le monde là-dedans, hein, les trans, etc. Me dites, faut pas me faire dire après que parce que j'ai pas mis les LGBT dedans. Bon, voilà, faut fait. Mais en tout cas, on est vraiment à un instant sociétal de prise de conscience de ces sujets-là. Et je ne comprends pas ceux ou celles qui disent que une femme doit être défendue par une femme, un homme par un homme. Bon, non, c'est pas vrai. Il faut être défendu par quelqu'un en qui on a confiance. Et mais même le droit des animaux aussi, t'inquiète pas. Mais voilà, il faut qu'il y ait une prise de conscience, moi je crois, sur ce qui est plus acceptable. Voilà, on est une génération qui a accepté d'envoyer, de renverser la table. Et on le voit, il y a plein de dossiers dans des cabinets d'avocats, dans des entreprises où vous avez des jeunes femmes et hommes qui sont considérés comme étant peut-être harcelés parce qu'ils subissent des réflexions, parce que voilà. Et je crois que c'est important que les hommes prennent aussi conscience qu'il faut défendre les femmes. Voilà, la défense des femmes n'est pas réservée aux femmes. Alors, évidemment, mais ça, je crois que c'est aussi le cas de toutes les victimes, c'est très difficile de défendre une victime. Moi, je trouve que c'est plus difficile de défendre une victime que de défendre un accusé. Parce que porter la souffrance de quelqu'un, Et l'émotionnel, bien sûr. s'il y a de l'émotionnel, qui est difficile. Et tout à l'heure, je vous disais que celles qui n'avaient pas été victimes, venir vous reprocher le bon comportement de victime à adopter, c'était franchement non seulement malsain, mais inaudible. Hein, pour moi, c'est inaudible. Faire passer de l'émotion dans une souffrance que vous n'avez pas vécue, c'est compliqué. Donc ça, là-dessus, c'est quand même une partie qui est compliquée. Et tout à l'heure, je crois que c'était une des premières questions, vous m'avez posé de savoir qu'est-ce qui a fait que j'ai accepté votre dossier. Je crois qu'il y a ça un peu personnellement. Si on se livre un peu, je me dis aussi, voilà, comment je vais arriver à défendre cette jeune femme, cette femme, sans, voilà, en n'ayant pas vécu ce qu'elle a vécu. Comment je vais arriver à faire passer le message de la souffrance qu'elle a ressentie? C'est compliqué. Mais moi, je trouve que c'est important qu'il y ait des hommes qui voilà, prennent la défense des femmes à bras-le-corps, et c'est que comme ça qu'on arrivera vers une société plus équilibrée. Voilà, Totalement, et c'est pas en divisant qu'on arrivera à faire quelque chose, Tout à fait. malheureusement. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit que je vous avais choisi. J'étais venue vers vous parce que aussi, enfin, vous avez le statut de l'homme, aussi du père sûrement aussi, qui faisait que s'il y a un côté peut-être aussi un peu rassurant pour une victime, je pense aussi d'être défendue par un homme, et que je trouve ça dommage de se dire ok, j'ai été violée, donc il faut absolument que je sois défendue par une femme parce qu'elle va plus me comprendre. Je suis pas d'accord, je pense qu'aussi l'homme a toute sa place, en tout cas pour défendre une victime. Et après il y a aussi des questions de personnalité, et cetera. Mais oui, bien sûr. C'est je crois que votre exemple enfin, l'exemple de votre procès a été aussi significatif. C'est-à-dire que, loin de moi l'idée d'imaginer que des consoeurs n'auraient pas été capables de plaider ou d'affronter, Jordi Boucara, parce qu'avec le trait de sa personnalité, je crois que c'était aussi important qu'il sente lui, à un moment donné, que, eh ben, il pouvait y avoir des hommes qui se mettaient aussi en travers de son chemin. Bien sûr. Voilà, donc Et je pense que la parité, le fait que Mathilde ait eu une femme avocat et que ouais, c'était assez de mon complémentaire. côté, je pense que c'était très complémentaire aussi, et ça lui a permis de peut-être comprendre certaines choses et de comprendre ce qu'il avait fait était un drame. Et ce qu'il faut, le message, c'est que, tout à l'heure, je vous parlais encore une fois du parallèle avec le médical. Vous avez des femmes qui disent qu'elles ne veulent pas avoir un médecin homme parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise. Moi, je crois qu'il faut se sentir en confiance et à l'aise avec son avocat, parce que, bon, surtout des dossiers comme les vôtres, on aborde tous les sujets. C'est des sujets qui sont très intimes, donc c'est compliqué.
Mais à partir du moment où il y a la confiance, le respect, voilà, c'est essentiel et hem, il faut y aller, quoi. Après, c'est un combat. Si vous êtes, comme vous disiez, rassuré par quelqu'un qui est capable de porter votre voix, il faut y C'est aller. des sensibilités Voilà, différentes, il bien faut sûr, pas c'est ça. il faut pas se dire qu'un homme défendra moins bien ou mieux, qu'une femme, une autre femme. Totalement. Voilà. Est-ce que vous avez un message à faire passer justement aux victimes qui n'osent pas encore, déposer plainte? Ouais. On est, là aussi, on a dans certains dossiers, alors médiatiques, on apprend qu'il y a des victimes qui, n'ont pas voulu parler pendant des années. Je crois que ce qui est, très particulier des violences, conjugales, sexuelles, sexistes, c'est qu'il y a la notion d'emprise. Bon et c'est la raison pour laquelle je crois que, encore une fois, des combats comme ceux que vous menez sont aussi essentiels parce que ce sont des prises de conscience globales. D'abord, il faut se dire qu'il ne faut pas avoir honte. Et faut pas hésiter de se dire: «Tiens, je suis victime de ça», et d'aller, pousser la porte d'un cabinet d'avocats, de poser des questions et peut-être d'en ressortir et qu'il ne se passe rien derrière. Mais au moins vous avez eu, heu, des réponses. Il y a quelqu'un qui a mis des mots Mmh. un peu juridiques, un peu scientifiques sur ce que vous avez vécu et qui peut vous aiguiller. Je crois que ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que les victimes de quelque fait que ce soit, soient isolées. Totalement. Voilà. Après, tout ce qui est procès, indemnisation, tout ça, c'est un autre sujet. Mais au départ, et j'en reviens à une question que vous m'avez posée sur qu'est-ce que doit faire un peu une victime dans un premier temps, se protéger. D'abord, il faut se protéger, il faut savoir que le droit évolue beaucoup quand même pour les victimes. Vous avez en matière familiale, la femme victime de violences conjugales peut bénéficier de l'appartement conjugal, même si le bail est au nom du mari, le mari peut être voilà, donc il y a quand même des évolutions qui sont faites. Donc tout ça, vous pouvez être rassuré quand vous allez voir un avocat. Faut pas avoir peur et être timide de chercher à se défendre. Voilà et d'avoir de l'information. Voilà, plus on a d'informations, plus on sait où on va. Après qu'on mette en œuvre la justice pénale, c'est autre chose, mais au moins qu'on ait l'information. Pour savoir quoi faire en temps voulu si on a envie de le faire. Exactement. Merci maître. Avec plaisir.